dans l'univers de la science-fiction. Peu de séries brillent comme la franchise Star Trek. Star Trek DS9 avait tout pour plaire. Action, trahison, amour et drame, à l'écran. L'équipe s'est déplacée comme un seul homme. Hory Krong. Pas tout à fait. Les tensions se sont envenimées, et un membre de la distribution en a eu assez. Terry Farrell, qui incarnait Jadzia Dax, le favorite des fans, s'est retiré. Nous vous invitons à un voyage dans l'espace pour découvrir le drame qu'ils n'ont pas montré à l'écran. Des débuts peu conventionnels. Le voyage de Terry Farrell vers la célébrité n'a pas commencé sur un vaisseau spatial. Il a commencé à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Comme beaucoup de jeunes filles d'une petite ville qui ont de grands rêves, elle s'est lancée. Au cours de sa première année de lycée, elle a soumis une photo à Elite Model Management, l'une des meilleures agences de mannequins de New York. 2 jours après son arrivée dans la ville, à l'âge de 6 et 11, elle a décroché un contrat exclusif avec le magazine Mademoiselle. Cette ascension rapide l'a conduite à faire la couverture de Vogue dans les éditions italiennes et allemandes, et dans les pages du Vogue américain. Elle était sur la bonne voie. Mais le podium n'était pas la place de son cœur. Après 18 mois de mannequinat, Terry commence à étudier la comédie. Elle a gardé un pied dans le monde de la mode pour payer les factures, mais son objectif a changé. Ses premiers rôles reflètent cette évolution. Elle joue un mannequin dans Paper Dolls et décroche. Un second rôle dans la comédie Retour à l'école, 1986, aux côtés de Rodney Dangerfield. C'était ses débuts au cinéma, et le premier indice que Farrell avait quelque chose à offrir au-delà de son apparence. Elle apparaît également dans des séries comme La quatrième dimension, Quantum Leap at the Cosby Show, construisant son CV une apparition après l'autre. Au début des années 90, elle recherche des rôles plus substantiels. En 1992, elle a joué le rôle de Kat dans la série US, The Red Dwarf, une comédie de science-fiction culte aux États-Unis. Malheureusement, le pilote n'a jamais été diffusé. Il est mort à l'arrivée, mais la déception ne dure pas longtemps. Peu après, Farrell a obtenu le rôle qui allait définir sa carrière, celui de Jadzia Dax dans Star Trek Deep Space Nine. Officier scientifique de Starfleet à bord d'une station spatiale proche d'un vortex stratégique. Jadzia Dax n'était pas qu'un joli visage. Elle était une trille, une espèce dont le corps héberge des symbiotes à longue durée de vie. Jadzia Dax portait en elle des siècles de souvenirs et d'expériences, y compris ceux de ses 7 anciens hôtes. Farrell l'a incarné avec une autorité calme, une touche de mystère et un humour inattendu, devenant ainsi la favorite des fans. Pendant 6 saisons, elle a contribué à ancrer l'une des séries Star Trek les plus audacieuses et les plus matures jamais réalisées. Mais à l'approche de la dernière saison de DS9, des tensions en coulisses ont commencé à se manifester. Des divergences créatives, des négociations contractuelles et des luttes de pouvoir présumées avec les producteurs de la série ont poussé Farrell à bout. Son départ à la fin de la 6e saison a choqué les fans. Au lieu de la recaser ou de l'éliminer en douceur, le studio a tué l'animateur de son personnage. Que s'est-il passé exactement en coulisses? Continuez à regarder pour le découvrir. Travailler sur Star Trek. L'interprétation de Jadzia Dax par Terry Farrell dans Star Trek Deep Space Nine reste l'un des éléments les plus appréciés de la franchise. Pendant 6 saisons, elle a donné vie à un personnage qui n'était pas seulement un officier scientifique de Starfleet ou l'hôte de siècles de souvenirs. Elle était un symbole de chaleur, de sagesse et de force tranquille dans un monde souvent marqué par la guerre, la politique et l'ambiguïté morale. Mais son chemin vers Deep Space Nine n'était pas vraiment écrit dans les étoiles. Après une poignée de rôles dans des séries comme Quantum Leap et The Cosby Show, et un pilote de courte durée pour la version américaine de Red Dwarf, Farrell s'est vu proposer le rôle de Jadzia Dax. À l'époque, la production de DS9 avait déjà commencé. Elle était le dernier membre de l'équipe principale à être engagée, et elle est arrivée sur un plateau déjà débordant d'énergie, de pression et d'attente. Dès le début, c'était écrasant. La taille du plateau d'opération était à elle seule intimidante. Farrell se souvient d'avoir eu les yeux écarquillés, d'avoir été nerveux et excité à la fois. Le maquillage était tout aussi intense. Au départ, son personnage avait une prothèse frontale, mais elle ne fonctionnait pas tout à fait. Michael Westmore,
le légendaire maquilleur de la série, a opéré un changement audacieux. Il a enlevé la prothèse et a introduit les désormais emblématiques pointes de Trill. Cette adaptation a nécessité de tourner à nouveau certaines de ses premières scènes. C'était un cours accéléré de télévision à l'échelle d'une franchise. Mais une fois la poussière retombée, Farrell a commencé à trouver sa place, à la fois sur le plateau et dans le rôle de Jadzia. Ce qui l'a le plus attiré dans le personnage de Jadzia Dax, c'est son calme, sa confiance et sa paix intérieure. Alors que Farrell elle-même se sentait parfois à vif et incertaine dans sa vraie vie, Dax lui a offert une sorte d'armure grâce à ce personnage. Elle a trouvé un sentiment de stabilité et de maturité qu'elle n'avait pas encore développé dans son parcours personnel. Jouer Dax m'a donné un sentiment de sécurité, a-t-elle déclaré un jour. C'était comme une ancre. À bien des égards, Jadzia Dax est devenue le cœur de Deep Space Nine. Au milieu des intrigues souvent grinçantes et philosophiques de la série, elle a apporté une étincelle, de l'optimisme, de la curiosité et même de l'humour coquin. L'énergie naturelle de Farrell rayonnait à travers le personnage, donnant au public un sentiment d'espoir qui n'était jamais trop fort, ni trop forcé. Elle semblait tout simplement réelle. Sa relation avec Benjamin Sisko, interprété par Avery Brooks, est devenue l'un des noyaux émotionnels de la série. Horse Camera. Brooks lui disait souvent qu'elle était trop ouverte. Mais cette ouverture était ce qui donnait vie à Jadzia. Pourtant, derrière cette magie se cachait une tension croissante. Au fur et à mesure que la série progresse, Farrell commence à ressentir la pression, les désaccords créatifs et les conflits en coulisses, en particulier avec le showrunner Rick Berman, ont commencé à éclipser le plaisir du travail. Lorsque les négociations pour son retour dans la 7e saison ont commencé, elles ont rapidement tourné au vinaigre. Farrell avait espéré plus de flexibilité, peut-être même la possibilité de réduire légèrement sa présence à l'écran pour explorer d'autres projets. Mais au lieu d'un compromis, elle a ressenti de la pression. Une pression qui l'a poussée à bout. Plutôt que de rester et de se battre en coulisses, Farrell a choisi de s'en aller. Son départ a choqué les fans et la réaction du studio ne s'est pas fait attendre. Jadzia a été tuée à la fin de la saison 6. Le symbiote a survécu dans un nouvel hôte. Mais pour de nombreux téléspectateurs, Deep Space 9 ne s'est jamais senti tout à fait la même sans elle. Peu après, Farrell a rejoint le casting de Becker, une sitcom où l'atmosphère était plus légère, les enjeux plus faibles et les tensions créatives bien moins intenses. C'était un nouveau chapitre et une bouffée d'air frais nécessaire. Des années plus tard, les fans parlent encore de son départ. Pourquoi cela s'est-il produit? Cela aurait-il pu être évité? La série se serait-elle terminée différemment si elle était restée? Quelles que soient les spéculations, une chose reste vraie. La Jadzia Dax de Terry Farrell a laissé une marque indélébile dans l'histoire de Star Trek. Son interprétation a apporté de la lumière dans un espace sombre et cette lumière brille encore. Voici maintenant la véritable raison pour laquelle Terry Farrell a finalement fait ses adieux à son émission la plus ancienne, Terry Farrell's Marriages. Terry Farrell a eu une vie intéressante, tant à l'écran qu'en dehors. En 2002, elle a épousé l'acteur Brian Baker, plus connu sous le nom du joyeux luron des vieilles publicités de Sprint. Ensemble, ils ont eu un fils nommé Max, mais après plus d'une décennie de mariage, ils ont discrètement divorcé en 2015. Puis, dans un rebondissement qui semble presque trop parfait pour les fans de Star Trek, Farrell a trouvé l'amour à nouveau, cette fois dans l'univers Star Trek lui-même. Elle s'est fiancée à Adam Nimoy, le fils de Leonard Nimoy, le Spock original de Star Trek, la série originale. Adam, réalisateur pour la télévision, est depuis longtemps lié au monde de Star Trek par son père, mais il s'est aussi fait un nom. En fait, il a réalisé un documentaire émouvant intitulé For the Love of Spock, en l'honneur de l'héritage de son père. Leurs fiançailles ont fait la une des journaux en 2017. Pour les fans, il s'agissait d'un doux croisement de générations. Le fils de Spock et la femme qui jouait un Trill avec 8 vies de souvenirs. Ils ont officialisé leur union la même année et se sont mariés peu de temps après. Il s'agissait d'un second mariage pour chacun d'entre eux. Ils ont tous deux des enfants issus de leur relation précédente et ont tous deux des liens avec le fandom Star Trek. Terry a même publié la nouvelle sur Twitter, ce qui a mis l'Internet en ébullition.
même s'il a fallu quelques heures pour que la nouvelle se répande sur les médias sociaux, ou, comme les fans l'ont dit en plaisantant, dans le trafic subspatial. Mais comme les vaisseaux spatiaux qui se séparent, leur mariage a fini par prendre fin. En 2022, après 5 ans de vie commune, Terry et Adam ont divorcé. Leur histoire reste néanmoins un chapitre unique de l'histoire de Star Trek, non seulement en raison de ce qu'ils étaient, mais aussi en raison de l'étroite imbrication entre la vie et le fanatisme. Deux personnes issues de différents horizons de la franchise ont trouvé un lien, même s'il n'a pas duré éternellement. Le mariage de Terry et Brian Baker n'est pas la seule histoire d'amour issue de la franchise Star Wars. D'autres acteurs de Star Trek ont fini ensemble. Lorsqu'il s'agit des acteurs de Star Trek, l'alchimie à l'écran se répercute parfois dans la vie réelle, et quelques relations se sont épanouies dans les coulisses, créant leur propre type d'histoire croisée. Deux des acteurs les plus appréciés de Deep Space Nine, Alexander Siddig, qui jouait le Docteur, Julian Bashir, et Nana Visitor, le Major Kira Nerys, se sont en fait mariés dans la vraie vie. Ils ont été mariés de 1997 à 2001 et ont un fils nommé Django. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils sont restés très proches, même après leur séparation, avant et pendant leur mariage. Siddig et Visitor étaient non seulement partenaires, mais aussi meilleurs amis, et ils ont maintenu une solide relation de coparentalité. Selon Madame Visitor, ils se voient encore au moins 2 fois par an et se parlent régulièrement, ce qui témoigne d'une forme rare de respect et d'attention mutuelle qui perdurent au-delà du mariage. Il y a ensuite Roxanne Dawson, que les fans de Star Trek connaissent mieux sous le nom de B'Elanna Torres dans Star Trek Voyager. Vous l'avez peut-être aperçue sous différents noms. Roxanne Dawson, Roxanne Biggs et Roxanne Biggs Dawson, en raison de sa vie privée. Avant que Roxanne Dawson ou Casey Biggs, qui jouait Damar dans DS9, n'entrent en scène dans Star Trek. Ils ont été mariés de 1985 à 1987. Leur relation a précédé leur carrière dans Star Trek et, bien qu'ils ne parlent pas souvent l'un de l'autre dans les interviews, tous deux ne tarissent pas d'éloges l'un sur l'autre. Les deux acteurs sont passés à autre chose et ont épousé d'autres personnes. Mais leur relation précoce ajoute une touche intéressante à l'histoire de Star Trek. En ce qui concerne les étincelles à l'écran qui se sont croisées hors de l'écran, la relation entre Patrick Stewart et Jennifer Hetrick est un autre sujet croustillant. Mais leur relation n'a pas été exempte de drame. Patrick Stewart, l'homme qui a donné vie au capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek The Next Generation, ne s'est pas contenté de faire face à des menaces extraterrestres et à la politique spatiale à l'écran. Sa vie réelle était également pleine de drames. Lorsque le tournage de TNG a commencé, Stewart venait de mettre fin à un long mariage. Lui et sa première femme, Sheila Falconer, étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Ils se sont mariés alors qu'il avait une vingtaine d'années, bien avant que Star Trek ne le rende célèbre. Mais à la fin des années 80, leur relation s'est effondrée. Non pas à cause de la célébrité, mais parce que Stewart s'est mis à fréquenter quelqu'un d'autre. Cette personne était Jennifer Hetrick, l'actrice qui jouait le rôle de Vash, l'un des intérêts amoureux de Picard dans la série. Leur alchimie dans des épisodes comme Cupidon semblait réelle parce qu'elle l'était. Ils ne faisaient pas que jouer la comédie. Stewart et Hetrick sortaient ensemble dans la vraie vie pendant les saisons 3 et 4. En fait, pendant le tournage de Cupidon, ils se sont fiancés. Mais le mariage n'a jamais eu lieu et ils ont fini par rompre discrètement. Plus tard, Stewart a épousé Wendy News, une coproductrice de la série. Ce mariage a duré jusqu'en 2003. Alors oui, la vie amoureuse de Stewart autour de Star Trek était désordonnée, plus que la plupart des fans ne le réalisent. Mais ces difficultés ne se sont pas arrêtées aux relations amoureuses. Dans ses mémoires de 2023, Stewart a expliqué qu'il avait du mal à dormir après son divorce. Pour y faire face, il a commencé à prendre des somnifères. Au début, cela semblait inoffensif. Juste quelque chose pour l'aider à se reposer et à faire face aux exigences du rôle principal d'une grande émission. Mais au fil du temps, il en est devenu dépendant. Lorsqu'il a finalement décidé d'arrêter, les choses se sont gâtées. Les symptômes de sevrage l'ont frappé de plein fouet. Il a raconté qu'il se réveillait au milieu de la nuit, paniqué, insure, et qu'il avait même l'impression que sa maison était hantée.
Ce n'étaient pas des fantômes. C'était son esprit et son corps qui luttaient pour s'adapter. Heureusement, il s'en est sorti. Cela a pris du temps, mais Stewart a fini par retrouver la paix, sans les pilules. Avec le recul, l'histoire d'amour entre Picard et Vought reste gravée dans l'esprit de nombreux fans. Mais derrière cette histoire se cachait un amour réel, une rupture et une bataille personnelle que Stewart a gardé pratiquement cachée pendant des années. Cela nous rappelle que même les capitaines les plus forts peuvent avoir des moments difficiles et que la guérison ne se fait pas à la vitesse de la lumière. Linda Park, qui a joué le rôle de l'enseigne Hoshi Sato dans Star Trek Enterprise de 2001 à 2005, a également eu une relation intéressante avec Tom Hardy, qui a joué le rôle de Shinzon dans le film Star Trek Nemesis en 2002. Leur relation a duré de 2003 à 2004, et Park a même déménagé dans le sud de Londres pour vivre avec Hardy. Les choses sont devenues suffisamment sérieuses pour qu'ils envisagent de créer ensemble leur propre compagnie de théâtre. Mais avant que cela ne se produise, ils se sont séparés et Park est retourné vivre en Californie. Elle a ensuite épousé l'acteur Daniel Bess en 2011, tandis que Hardy a divorcé de sa femme en 2004 et s'est remarié avec Charlotte Riley en 2014. Marina Sirtis, qui a donné vie à la conseillère Deanna Troi dans The Next Generation, est souvent confondue dans le monde des potins. De nombreux fans pensent qu'elle sort ou sortait avec Michael Dorn, qui jouait Worf, mais elle est mariée à un autre Michael, Michael Lamper. Contrairement à Dorn, Lamper n'est pas un acteur, mais un guitariste de rock talentueux. Il a tourné avec des groupes légendaires tels que les Allman Brothers et Los Lobos, et est membre du groupe Desperado, qui rend hommage aux Eagles. Voici une anecdote amusante. Lamper est même apparu dans l'épisode The Vengeance Factor de la série The Next Generation, dans le rôle d'un cueilleur à Comarien. Une apparition qu'il a obtenue alors qu'il sortait avec Sirtis. Ils se sont mariés la même année et leur relation est toujours aussi forte. Leonard Nimoy, l'emblématique Spock, est l'un des visages les plus reconnaissables de Star Trek, a lui aussi trouvé l'amour en lien avec la série. Nimoy est reconnu non seulement pour avoir façonné le personnage de Spock, mais aussi pour avoir popularisé le salut vulcain et l'expression « vivre longtemps et prospérer ». Il a épousé Susan Bay en 1989, qui a joué le rôle de l'amiral Rollman dans 2 épisodes de Deep Space Nine, Past Prologue et Whispers. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Nimoy en 2015, marquant une longue et heureuse collaboration liée à leur lien commun avec l'univers de Star Trek. Mais Star Trek n'a pas toujours été synonyme d'harmonie. Dans les coulisses, tout le monde n'était pas d'accord sur ce que devait être l'avenir. La véritable raison pour laquelle Terry Farrell a quitté Star Trek. Lorsque Star Trek Deep Space Nine est sortie en 1993, elle était très différente des autres séries Star Trek. Elle ne suivait pas un vaisseau allant de planète en planète. Au lieu de cela, l'histoire est restée au même endroit. Une station spatiale près d'un vortex. Ce vortex menait à une autre partie de la galaxie. Et bientôt, un puissant ennemi appelé le Dominion l'a traversé. Cela a tout changé. L'un des meilleurs personnages de la série était Jadzia Dax. Jadzia était intelligente, drôle et pleine de vie. Elle était une Trill, une espèce ou une créature à longue durée de vie appelée symbiote vit à l'intérieur d'un hôte. Le symbiote Dax avait vécu de nombreuses vies avant Jadzia et possédait donc les souvenirs et les compétences de toutes ses vies antérieures. L'un d'entre eux, Curzon Dax, était le meilleur ami du capitaine Sisko. Ainsi, lorsque Jadzia a rejoint l'équipage, Sisko la considérait déjà comme une famille. Jadzia était plus qu'un simple officier scientifique. Elle était courageuse et ouverte d'esprit et pouvait fréquenter des Klingons ou résoudre des problèmes scientifiques sans transpirer. Elle entretenait également une forte amitié avec Kira et tomba plus tard amoureuse de Worf. Cette relation a surpris beaucoup de fans, mais elle a fonctionné. Jadzia correspondait à l'énergie guerrière de Worf et ils formaient un couple puissant. Ils se sont même mariés. Dès la 6e saison de Star Trek Deep Space Nine, Jadzia Dax est devenue l'un des personnages les plus appréciés de la série. Intelligent, forte, drôle et pleine de cœur, elle n'était pas seulement l'officier scientifique. Elle était l'âme de l'équipage. Son lien avec le capitaine Sisko,
Son côté sauvage avec les Klingons et son amour pour Worf l'ont rendu inoubliable. Mais c'est alors que survient le choc. Dans le final de la saison 6, les larmes des prophètes, Jadzia a été tuée. Alors qu'elle visitait le temple des prophètes, elle a été attaquée par Gul Dukat, qui était possédé par des esprits maléfiques appelés les Pa-Wraiths. Grièvement blessée, elle est décédée à l'infirmerie. Le symbiote de Dax a été sauvé et placé dans un nouvel hôte, Esri, qui a rejoint l'équipage dans la saison 7. Mais pour de nombreux fans, ce n'était tout simplement pas la même chose. La vérité, c'est que l'actrice Terry Farrell ne voulait pas quitter complètement la série. Elle voulait juste une charge de travail plus légère. Après 6 ans de longues heures de tournage, elle a demandé à n'apparaître que dans la moitié des épisodes de la dernière saison afin de pouvoir explorer d'autres rôles. Elle n'a pas demandé à démissionner. Elle n'a pas demandé à être radiée. Mais le studio, en particulier le producteur exécutif Rick Berman, a refusé. Ils lui ont dit, soit vous faites les 26 épisodes, soit vous n'en faites aucun. Terry Farrell a ensuite parlé ouvertement de ses problèmes avec Berman. Dans le livre The 50-Year Mission, elle affirme qu'il a fait des commentaires sexistes sur son corps et qu'il a essayé de faire pression sur elle pour qu'elle reste. C'est Rick Berman qui a été à l'origine de mon départ, a-t-elle déclaré. À mon avis, il est tout simplement très misogyne. Il faisait des commentaires sur la taille de votre soutien-gorge qui n'était pas voluptueux. C'était très intense. Surtout les 2 premières années. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de s'éloigner, mais juste de parler. Mais Berman a qualifié sa demande de hardball et n'a pas voulu en démordre. Les négociations se sont envenimées. Un producteur junior lui a même dit qu'elle finirait par travailler chez Kmart sans l'émission. Madame Farrell raconte avoir subi des pressions constantes et avoir même reçu des appels juste avant les scènes, lui demandant si elle avait déjà signé le contrat. Il essayait de m'intimider pour que je dise oui, se souvient-elle. De son côté, Bear a déclaré qu'il n'était pas au courant de la tension et que s'il l'avait su, il aurait pu intervenir ou même partir avec elle. Berman n'a jamais répondu aux allégations de Farrell concernant son comportement. Il a nié l'avoir renvoyé et a affirmé qu'il n'avait pas ce genre de pouvoir, déclarant que le studio avait dit « pas question », elle fait les 26 épisodes ou rien. Que Berman a eu un rôle à jouer ou non, le résultat a été le même. Jadzia n'était plus là et cette perte a durement touché la série. Lorsqu'Esri Dax est arrivée dans la saison 7, elle n'a pas suscité l'intérêt des fans comme Jadzia l'avait fait. Esri était présentée comme nerveuse, mal préparée et peu sûre d'elle, ce qui contrastait fortement avec l'audace et l'assurance de Jadzia. La tension romantique entre Esri et Worf, qui pleurait encore sa femme, n'était pas de mise. Bien que les deux aient partagé une brève relation, celle-ci s'est estompée et Esri a finalement été associé au Docteur, Julian Bashir, dans le final de la série. Entre-temps, la sortie de Farrell est restée un point sensible. Elle n'est pas apparue dans le final de la série, What You Leave Behind. Les producteurs avaient écrit une scène pour Jadzia, mais elle a été supprimée pour des raisons budgétaires. Farrell n'a pas non plus autorisé l'utilisation de son portrait dans le montage du flashback, ce qui montre une fois de plus à quel point les choses sont devenues amères. Au fil des ans, Farrell a cependant parlé avec plus de chaleur de son passage dans Deep Space Nine, lors d'une convention Star Trek en 2007. Elle a déclaré qu'elle regrettait de ne pas être partie si tôt, admettant que Jadzia Dax était le personnage le plus cool. Elle a comparé son rôle à celui qu'elle a tenu plus tard dans Becker, déclarant qu'il était difficile de passer d'un rôle de héros à celui d'un mauvais cuisinier névrosé. Lors du Trek Las Vegas, en 2014, elle s'est présentée en costume complet et maquillée en trill, portant une chemise sur laquelle on pouvait lire Dax 539, en hommage aux 539 fois où le maquilleur Michael Westmore a appliqué ses taches emblématiques. Elle a remercié les fans pour leur amour et leur loyauté, disant qu'elle reviendrait volontiers dans la franchise si on lui en donnait l'occasion. Peut-être sous la forme d'un clone, d'un hologramme ou d'une version de Jadzia d'un autre univers. En 2017, Farrell est apparu dans Renegades, une série de fans avec de nombreux anciens de Star Trek. Son personnage, Jada, est clairement inspiré de Jadzia. Un clin d'œil subtil aux fans de Fog Time. La série a évité d'utiliser l'image de marque directe de Star Trek,
mais a tout de même réuni des acteurs comme Walter Koenig, Nichelle Nichols, Robert Beltran, Tim Russ, Aaron Eisenberg et Cirroc Lofton. Bien que son passage sur Deep Space Nine se soit terminé dans la douleur, Jadia Dax reste l'un des personnages les plus appréciés de la franchise. À la fois scientifique, guerrière, amie et amante. Elle a vécu plusieurs vies, mais c'est son séjour sur la station, aux côtés de Sisko, Kira, Worf et du reste de l'équipage, qui l'a rendu inoubliable. Malgré la fin de la série, Jadia Dax reste l'une des principales raisons pour lesquelles Deep Space Nine a si bien fonctionné. Elle a apporté de la vie, de la profondeur et de l'âme à la station. Et son histoire, tant à l'écran qu'en dehors, nous rappelle que les meilleurs personnages ne vivent pas seulement dans le scénario, mais aussi dans le cœur de ceux qui les incarnent. Différence créative entre les producteurs. Lorsque Ira Steven Behr a rejoint Star Trek Deep Space Nine, il ne voulait pas seulement respecter les règles, il voulait les réécrire. Alors que Star Trek a longtemps été une utopie où la diplomatie régnait et où l'humanité avait évolué au-delà de la violence, Behr voyait un autre aspect de la galaxie, où les principes étaient mis à l'épreuve, où les alliances se brisaient et où même les officiers de Starfleet pouvaient franchir des lignes morales. Avant de changer le visage de Star Trek, Behr était un scénariste de télévision qui faisait ses classes dans l'industrie. Il a décroché un poste de producteur pendant la 3e saison de The Next Generation, mais cela n'a pas duré. Behr s'est rapidement senti frustré par les contraintes créatives très strictes. L'univers était peut-être vaste, mais la boîte à histoire semblait petite. Trop de règles, dira-t-il plus tard. Et il s'en est allé. Mais son voyage dans Star Trek n'était pas terminé. Son amitié avec Michael Piller l'a amené à revenir pour un épisode indépendant, Cupid. Piller l'a ensuite fait monter à bord de Deep Space Nine en tant que producteur-superviseur. Le rôle de Behr a évolué au fur et à mesure que la série évoluait. Dès la 2e saison, il est coproducteur exécutif. Lorsque Piller est parti lancer Voyager, Behr a pris les rênes de DS9 en tant que showrunner. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Behr avait une idée audacieuse, une histoire de guerre. Pas une simple escarmouche ou une bataille ponctuelle, mais une guerre interstellaire de longue haleine qui s'étendrait sur plusieurs saisons. Il voulait introduire le Dominion, une nouvelle menace puissante provenant du quadrant Gamma, et laisser la tension monter pendant des années. Mais Rick Berman, le plus haut responsable de la franchise, et l'intendant choisi par Gene Roddenberry, n'était pas convaincu. Selon Berman, Roddenberry avait clairement indiqué que Star Trek n'était pas une série de guerre. Il avait imaginé un avenir où la paix avait triomphé, où les humains n'avaient plus besoin de se battre. Gene était très précis, a déclaré Berman. Il ne voulait pas que Star Trek parle de guerres intergalactiques. Behr n'était pas d'accord. Il pense que la guerre peut être utilisée pour explorer les idéaux sur lesquels Star Trek a été construit en les mettant à l'épreuve. Berman accepte à contre-cœur de le laisser essayer, mais s'attend à ce que l'arc soit court. 6 épisodes et c'est fini, n'est-ce pas, Ira? Aurait-il demandé. C'est faux. La guerre du Dominion a officiellement débuté dans le final de la saison 5, Call to Arms, et ne s'est achevée que dans le final de la série, 2 ans plus tard. Il n'y avait pas que la Fédération et le Dominion. La guerre a attiré les Klingons, les Romuliens, les Cardassiens et finalement les Breen. Aucune faction n'en est sortie indemne. Des gens sont morts. Les valeurs ont été remises en question. Et pour la première fois, Star Trek a regardé dans l'abîme et y est resté. Behr n'a pas hésité à montrer le coût de la guerre. Dans l'un des épisodes les plus marquants de la série, le capitaine Sisko est contraint de manipuler les Romuliens pour qu'ils rejoignent la guerre. Pour ce faire, il conspire à un meurtre et ment pour dissimuler l'affaire. « Je peux vivre avec ça », dit Sisko à la fin de l'épisode, regardant directement la caméra, plus hanté qu'héroïque. DS9 n'était plus l'histoire d'humains parfaits, résolvant des problèmes par la raison. Il s'agissait de montrer à quel point les idéaux peuvent devenir fragiles sous la pression, et comment la bonne décision peut parfois laisser du sang sur les mains. Berman a admis plus tard qu'il n'était pas ravi de la durée de l'arc, mais il a continué à lire chaque script, à discuter de chaque rebondissement. « Je n'étais pas forcément heureux que cela dure aussi longtemps », a-t-il déclaré.
Mais c'est le genre de désaccords qui se produisent à la télévision. Avec le recul, Bear avait raison. L'arc de la guerre du Dominion est aujourd'hui considéré comme l'un des mouvements narratifs les plus audacieux de l'histoire de Star Trek. Cela a donné à la série une profondeur et un poids que la plupart des séries de science-fiction de l'époque n'auraient pas touché. Elle était complexe, moralement grise et profondément humaine. Mais était-ce encore Star Trek? Certains fans disent que non, que DS9 s'est trop éloigné du futur idéaliste de Roddenberry. Star Trek était censé être une source d'inspiration, affirme-t-il. Un monde sans guerre, sans argent, où l'humanité avait dépassé ses pires instincts. DS9 a brisé cette illusion. Il a introduit une galaxie encore pleine de chaos, de conflits et de compromis. Et pourtant, d'autres disent que c'est exactement ce qui a fait sa grandeur. Parce que Bear n'a jamais glorifié la guerre, DS9 n'a jamais prétendu que la violence était héroïque. La série l'a toujours présenté comme un échec. Un mal nécessaire au mieux, un effondrement moral au pire. Sous les tirs de phaser et les batailles de flotte, DS9 est resté fidèle à l'une des questions les plus persistantes de Star Trek. Quel genre de personnes devenons-nous lorsque tout ce en quoi nous croyons est menacé? En posant cette question et en refusant de détourner le regard des réponses, Ira Steven Behr n'a pas brisé Star Trek. Il l'a rendu plus profond. Pensez-vous que Terry Farrell a fait le bon choix en s'éloignant de la franchise? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur votre écran. Elle vous plaira.